Faut-il s'inquiéter du retour de jeunes mineurs d'Irak et de Syrie sur les territoires français ? C'est un sujet inquiétant, d'abord parce que quantitativement, ça ne représente pas des milliers de personnes, mais ça représente probablement des centaines de personnes. Les enfants, si on prend dans le sens large du terme, c'est-à-dire de 0 à moins de 18 ans, on va dire, donc il y a des adolescents. On sait par exemple en 2016, il y a à peu près une soixantaine de naissances sur place d'enfants, disons, de parents français. Et donc la question, d'abord, c'est une première question, c'est de savoir, évidemment, ce sont des enfants, ils ne sont pas forcément coupables, évidemment, disons, des crimes et des exactions de leurs parents. Et donc, d'un point de vue humanitaire, nous ne pouvons pas faire autrement que de les accueillir et de nous préoccuper d'eux. La première question, c'est de savoir quoi faire. Et c'est préoccupant parce qu'on sait que ces enfants ont été socialisés dans un contexte, on va dire, d'idéologie totalitaire, jusqu'à l'école, dans le plus jeune âge pour ceux qui sont nés sur place, puis d'autres, on sait, sont arrivés, par exemple, à l'adolescence. Et donc, cela c'est préoccupant parce qu'ils vont devenir, pour ceux qui sont adolescents, sont presque déjà des adultes, et on a raison, d'imaginer le pire, c'est-à-dire d'imaginer que ces individus pourraient aussi passer sur notre territoire, cette fois à l'action terroriste. C'est avec l'imagination du pire, mais je veux dire, évidemment que la puissance publique ne peut pas ne pas poser cette question. Après, il faut distinguer, à mon avis, des situations très différentes. Nous ne pouvons pas mettre ces enfants revenus du théâtre des opérations dans le même sac. C'est-à-dire qu'il y a là des enfants qui sont quasiment bébés, qui ne sont pas encore sevrés, et d'ailleurs ça pose un problème concernant la séparation avec la mère. Donc il y a des enfants qui sont nés sur place, qui n'ont jamais connu la France. D'autres qui ont connu la France, mais pour lesquels c'est un lointain souvenir, un souvenir de prime enfance. Et puis ensuite, pour les autres, il y a ceux qui ont donc assisté aux cours de Daesh, et on sait comment ces cours se sont organisés, c'est-à-dire qu'on comptait quand même avec des grenades, etc., dans une idéologie à la fois complotiste, totalitaire et mensongère, grosso modo, sur le monde, et on sait combien la socialisation primaire est importante pour la structuration d'un cerveau. Et donc est-il possible, en quelque sorte, de retirer ces traces-là qui ont été laissées, ou ces traces sont-elles indélébiles? Personne ne le sait. Deuxièmement, qu'est-ce que ces enfants ont vu? Certains d'entre eux ont été en quelque sorte protégés par le cocon en quelque sorte de leur jeune âge, mais d'autres ont vu des exécutions, ont vu des décapitations, parce que leurs parents leur ont montré, en quelque sorte presque pour les former à la barbarie, si je puis dire. Et puis troisième point, ces enfants ont-ils fait quelque chose? On sait aussi que dans quelques cas, ces enfants ont pu exécuter des otages, par exemple, ou faire des simulations d'exécution. Il est évident que quand vous êtes engagé dans l'acte, il y a quelque chose comme une grande sécurité mentale qui s'est opéré, quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas revenir, avec éventuellement la culpabilité à vie, ou au contraire, une rationalisation qui vous explique, pour votre survie psychique, que vous avez bien fait de faire cela. Et donc, pour toutes ces raisons, on a raison donc d'être inquiet de cette situation, mais attention, je pense que pour opérationnaliser la réponse, il faut distinguer vraiment des situations différentes. Les pouvoirs publics sont-ils préparés à ce retour? Est-ce que la puissance publique a conscience de la menace? Oui. Je pense qu'on ne peut pas, disons là, les soupçonner de sous-estimer l'ampleur de la menace, parce que d'abord il y a un certain nombre de déclarations politiques qui ont été faites, et puis depuis quelques mois, plus personne, plus aucun retour, disons, ne passe entre les grilles, je dirais, de l'analyse, du soutien même social, bien entendu, à ces familles, puis l'incarcération en général pour les parents, ou en tout cas une mise en examen. Donc de ce point de vue, oui, du point de vue de la réponse, sont-ils prêts? Mais personne n'est prêt à une situation de ce genre. Il faut être extrêmement humble parce que cette situation, elle est relativement inédite, même si on peut la comparer éventuellement à d'autres. En tout cas, personne ne sait exactement comment faire, mais ce que l'on sait, c'est qu'on ne peut pas rien faire. Et le seul point qui me laisse un peu dubitatif, si je puis dire, c'est qu'on a systématiquement retiré les enfants aux parents, n'est-ce pas, en les plaçant éventuellement dans des familles d'accueil ou dans des centres. On a quand même fait attention à ne pas séparer les fratries. Ça, c'est un impératif, apparemment, et ça me paraît être une bonne idée. En revanche, je crois discutable la question de séparer la mère des enfants. Non pas forcément juste pour des questions humaines, ce qui pourrait déjà se défendre, et je sais bien que les mères, disons, sont normalement suspectées par la puissance publique. Évidemment, elles reviennent d'un théâtre d'opération, elles ont été complices du terrorisme international, indubitablement. Mais d'un autre côté, on sait qu'un certain nombre d'entre elles aussi ont été déçues de ce qu'elles ont vu sur place, qu'elles se sont senties à juste titre mises en quarantaine quasiment, hors de la vie sociale, et certainement hors du combat, sauf
la toute fin, je dirais, hein, au crépuscule de Daesh, même si Daesh est encore actif. Il n'a plus du tout disons, la puissance militaire qui fut la sienne il y a encore quelques mois. Et donc, ces femmes comptent parmi probablement les premiers rangs des déçus de cette idéologie djihadiste, même si c'est extrêmement difficile à décrypter. Or, évidemment, ces mères ont une autorité, un charisme naturel sur leurs enfants. Par conséquent, je pense qu'on devrait profiter de cette opportunité, n'est-ce pas, pour penser les conditions de mise à distance de cette idéologie chez les plus jeunes enfants. En d'autres termes, ça passera beaucoup mieux si ça vient de la mère qui est convaincue éventuellement qu'il faut prendre de la distance avec cette idéologie, que si ça vient d'un éducateur spécialisé ou d'un instituteur spécialisé ou même d'un psychologue qui va apparaître comme un étranger et dont l'enfant de toute façon, dans l'idéologie qu'il a scolarisée, a appris à se méfier. Y a-t-il des exemples français et européens dont on peut s'inspirer pour préparer ce retour ? La prise en charge de ces enfants est un enjeu extrêmement difficile, évidemment, parce qu'encore une fois, on est dans une situation de zhuangzhuang, comme on dit aux échecs, c'est-à-dire tout coup joué est un coup perdu, en réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas les abandonner. Voilà. C'est notre devoir de les accueillir. En même temps, ils représentent un casse-tête, en quelque sorte. D'autant que la situation est relativement inédite. N'est-ce pas? C'est peut-être la première fois de notre histoire qu'on voit comme ça un retour de djihadistes sur notre territoire, et en particulier d'enfants qui ne sont pas eux des djihadistes, mais qui ont été imprégnés de cette idéologie. Donc on n'est pas totalement démunis, car l'histoire nous offre un certain nombre d'exemples d'enfants qui ont été socialisés dans des structures totalitaires et qui sont revenus en quelque sorte à la vie sociale. On pense, c'est l'exemple que je connais le mieux, à l'exemple des sectes, qu'elles soient religieuses ou idéologiques, avec un peu comme pour l'armée de Daesh, des villes en quelque sorte, où on a élevé les enfants dès le plus jeune âge. Songez à ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 80 par exemple, avec la secte autour d'un gourou qui s'appelait Rajneesh, n'est-ce pas, où on avait là des individus qui étaient socialisés, et il se trouve que le point commun, c'est que cette secte s'est volatilisée en quelque sorte, en tout cas géographiquement. C'est pas tout à fait le cas de Daesh, mais on n'est plus avec des villes comme Raqqa, des villes importantes où il y avait des écoles, c'est plus tout à fait le cas, plus du tout le cas même. Et donc là aussi, il y a plusieurs situations. Il faudrait voir ce qui est arrivé à ces enfants qui ont été socialisés dans ces groupes totalitaires, ce qu'ils sont devenus ensuite. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'une scolarité particulière sans doute? Est-ce qu'ils ont gardé des traumatismes? Ont-ils été suivis par des psys? Guérit-on du totalitarisme en quelque sorte? Après tout, on pourrait regarder aussi dans l'histoire tout simplement du XXe siècle, puisqu'il y a des jeunes qui ont été aussi socialisés dans des idéologies totalitaristes. On pourrait regarder ce qui s'est produit pour eux. Et puis il y a d'autres cas de figure où la secte, elle reste en place. C'est-à-dire que les enfants quittent la secte, par exemple à l'adolescence ou à l'âge adulte. On pense aux témoins de Jéhovah, par exemple, ou même aux mormons, ou des groupes de ce genre, où il y a beaucoup d'individus qui ont décidé de rompre. Et le prix à payer, c'est qu'ils rompent généralement avec tous leurs liens familiaux et tous leurs liens amicaux. Donc là encore, c'est une autre situation. Est-ce que ces enfants, par exemple, s'ils veulent sortir de l'idéologie djihadiste, admettons des adolescents, est-ce qu'ils vont être sanctionnés par leurs mouvements, par leurs milieux amicaux ou familiaux, ou est-ce qu'au contraire ils vont être encouragés? C'est toute la question qu'il faut se poser. Il faut être extrêmement prudent sur ce point, distinguer plein de situations pour ne pas appliquer, disons, je dirais à l'aveugle, un algorithme de résolution qui serait inadéquat pour des situations très particulières. En tout cas, ce sur quoi on peut miser, c'est la chose sur laquelle nous avions misé au centre de Pontourny, dit de déradicalisation, qui portait mal son nom, où on essayait en effet d'inciter les individus qui étaient relativement, pour certains, engagés dans cette idéologie, à prendre de la distance. Non pas par rapport à leurs croyances, par rapport à leur foi, cela ne me regardait pas à cette époque, elle ne me regarde toujours pas, mais en tout cas par rapport au processus intellectuel qui aboutissent à des démonstrations, qui aboutissent à des représentations du monde, politiques, historiques, qui sont en fait fallacieuses, qui sont trompeuses. Donc ce qu'on peut faire de mieux pour ces jeunes esprits, c'est stimuler leur pensée analytique, leur esprit critique, pour miser sur le fait qu'ils acquerront en quelque sorte une forme d'indépendance mentale. En fait, il faut renforcer leur système immunitaire parce qu'il a été largement endommagé. C'est peut-être pas perdu, mais pour vous dire la vérité, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire.